On essaie de changer de setup parce que, moi je galère en fait à avoir le plan du dessus. Salut tout le monde, c'est Ludofaille et bienvenue dans ce nouveau récap de à quoi j'ai joué depuis à peu près un mois. J'essaie de faire la vidéo une fois tous les mois, c'est pas toujours le cas, en tout cas au début c'était pas le cas, et où je vous parle des derniers jeux auxquels j'ai pu jouer, mais surtout des jeux où je peux en dire quelque chose, où il y a peut-être un petit intérêt. On va pas éterniser cette intro, on va tout de suite commencer par le premier jeu, qui est Tacta. Tacta, c'est un jeu à base de cartes, mais sincèrement, ça aurait pu être un jeu à base de tuiles, c'est juste que les cartes, c'est beaucoup plus pratique. Et l'idée de Tacta, c'est que c'est un jeu dans lequel on va poser des cartes un petit peu partout sur le terrain et recouvrir les points des autres, les points qui sont à la fois les points visibles et les points de victoire des joueurs. Ce jeu-là, quand on me l'a présenté chez BlackRock, il me tentait pas mal. L'idée avait l'air sympa. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne, en tout cas visuellement, c'est assez chatoyant. On a une carte de départ qui est placée ici, chaque joueur a un deck de couleurs, donc il choisit sa couleur, il la prend en main, on mélange notre deck et ensuite on a en disponibilité la carte du dessus du deck et la carte du dessous du deck. Et la carte qu'on choisit, on peut à la fois l'utiliser dans ce sens et dans l'autre. Il y a le miroir sur chaque carte. Et après on va poser des cartes, par exemple celle-ci je vais la poser ici. Ensuite c'est un joueur suivant de jouer, là par exemple j'ai un 4 avec une ligne, et je vais la poser ici par exemple. Puis un autre joueur par exemple qui va poser ça là. Ensuite c'est autour du rose, et là il a la possibilité de carrément couper les points qui sont ici, parce qu'en fait les points qui sont visibles, ce seront les points de la personne à la fin de la manche. Et donc on a un jeu très très fourbe dans lequel on va tout faire pour réduire les points des adversaires. Par exemple, le jaune va poser une carte là, ensuite le vert, lui, qu'est-ce qu'il a de possible? Lui, il peut profiter de la carte qui est posée, donc il va poser ça là, etc. etc. Donc on va pouvoir poser des cartes encore et encore jusqu'à tout simplement ne plus avoir de cartes disponibles dans notre paquet. Et ça va faire, comme vous le voyez actuellement, un joli plateau avec énormément de cartes partout. Personnellement, moi je trouve ça vraiment sympa. Et il y a une petite stratégie quand même à souvent bien placer au bon endroit certaines cartes, parce que si des cartes se chevauchent trop sur d'autres cartes, on ne peut pas la poser. Et la jointure à chaque fois d'une carte est toujours protégée. Là par exemple, le rose vient de placer cette carte ici. C'est dommage pour lui parce que je peux recouvrir avec ma carte et surtout ceux-là sont protégés. On ne pourra jamais les recouvrir. Bref, c'est un jeu qui en soi ne payait pas de mine, mais il n'y a pas toujours besoin que ça paye de mine pour que ça me tente. En tout cas au moment où on me le présente. Mais j'avoue avoir été quand même pas mal déçu par le jeu, parce que à poser des cartes comme ça, on se dit que le jeu est très très fluide, très agréable, très rapide, voilà, tout ce que vous voulez. Et en fait, pas du tout. Le jeu est assez plan-plan en fait. On pose une carte, on regarde un petit peu, on pose une carte, on regarde un petit peu. C'est pas la dynamique que peuvent avoir des jeux comme Punto, comme Kumata, qui sont beaucoup plus nerveux et où on engueule du coup les autres dès qu'on a posé une carte. On va avoir un côté engueulade dans le jeu, c'est vrai, mais avec un rythme beaucoup plus lent. Et j'ai trouvé ça assez dommage pour ça. Après, faut pas le nier, visuellement, je trouve que à la fin d'une partie, là, vous voyez, là, j'ai à peine fait la moitié des paquets. Vraiment, là, je crois que je suis à un tiers des paquets. Autant vous dire qu'il faut de la place sur une table pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc, visuellement très sympa, le principe du jeu très sympa, même si c'est vrai que le fait que les cartes peuvent bouger assez facilement, parfois, ça perturbe un peu l'ergonomie du jeu. Enfin voilà, Tacta, assez mitigé. Autant ça se sort très bien, ça s'explique très bien, ça se joue très bien. Autant, le jeu, par exemple, se joue en plusieurs manches. Bon, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. En une partie, on a fait un certain nombre de points et puis voilà. Moi, j'ai pas été très convaincu par Tacta, alors que je m'attendais à un jeu très fluide et dynamique. Je dois dire un point en plus avec Tacta, c'est super chiant de compter les points. À la fin d'une manche, quand on doit compter combien de points on a, c'est l'enfer. Il y en a tellement de partout et c'est tellement zigzag que même en étant bien organisé sur comment compter, on peut se tromper. On était 3 à compter pour la même personne, on est tombé plusieurs fois sur des valeurs différentes, du coup savoir quelle était la vraie valeur, c'était pas du tout clair. À l'inverse, un jeu qui m'a plutôt plu alors qu'il est très simple, c'est Interaction. Interaction, c'est le dernier jeu de nos copains de chez Jeux au plat. Pour rappel, éditeur lyonnais, éditeur 100% en France, qui fait des jeux en général pour délivrer aussi un message. Alors un message ou de l'information, tout simplement. Cosmopolite, ça parlait des langues dans le monde. In Extremis, ça parlait des énergies. Et Interaction, ça parle des différents types d'interactions entre les espèces. Et en l'occurrence ici, on a un jeu qui est
extrêmement simple, mais simple ne veut pas dire simpliste, une nouvelle fois, avec une règle qui s'apprend en 2 secondes et des sensations très proches d'un Punto, d'un Kumata, enfin bref, des jeux où on peut se tirer la bourre à essayer d'avoir, nous, les bons points. Le principe du jeu, c'est que chaque joueur a ses tuiles à lui, de sa couleur. On les place simplement devant nous de cette manière, et au début de la partie, on en sélectionne 2 qu'on met en face de nous. Selon le nombre de joueurs, on va avoir un espace de jeu restreint. Imaginons, nous sommes à 3 joueurs, on aura un espace de 3 tuiles par 6 tuiles, soit en hauteur, soit en largeur. Et on va poser nos différentes tuiles sur ce plateau qui n'existe pas encore. Par exemple, moi je vais commencer en plaçant celle-ci, et le joueur suivant va aussi placer une tuile forcément adjacente à une tuile déjà placée. Par exemple, il va poser celui-ci. Le truc, c'est que chaque tuile a un petit effet, et il y en a 2 des effets. Ici, en l'occurrence, c'est de pouvoir retourner une tuile qui est face recto. Là, c'est le cas, je retourne donc ma tuile dans ce sens-là. Et vous avez remarqué que le chiffre a changé, simplement parce qu'à la fin de la partie, on va compter le nombre de points visibles sur le plateau, et du coup, si c'est dans ce sens-là, forcément, ça fera moins de points. Le 7, par exemple, ici, peut devenir un 3, et on n'a pas envie d'avoir un 3, donc on va tout faire pour le protéger. À chaque fois, après avoir joué une tuile, on prend une tuile de notre réserve et on la met devant nous. C'est toujours ces 2 tuiles qu'on a disponibles. Donc il y a un micro côté programmation de nos actions pour essayer de faire au mieux. Donc moi, je vais avoir envie de placer ma tuile là pour retourner celle-ci, car ce symbole-là, c'est pour retourner les tuiles face verso. Et on enchaîne. Chaque joueur place une tuile. Par exemple, celui-là, il pose ça. Ensuite, lui, il pose ça, ça lui fait pas d'effet. Ensuite, lui, il pose celle-ci, qui retourne cette tuile-là. Ensuite, quelqu'un pose ici, donc on retourne la tuile là, etc., etc., jusqu'à ce qu'on atteigne notre rectangle de 3 par 6 tuiles. Et donc, on va essayer de faire en sorte de protéger nos tuiles, ou en tout cas de donner envie de les retourner, mais qu'ensuite on ait une tuile pour pouvoir les remettre face recto. On va essayer de gérer cette fameuse taille de terrain pour protéger nos tuiles. Imaginons par exemple qu'on se retrouve comme ça. Là, la largeur de 3 est faite parce qu'on est en train d'aller vers les hauteurs pour faire le fameux 6. Alors après, pour le moment, ça n'empêche pas quelqu'un d'en poser une ici, mais vous voyez l'idée. En fait, à un moment, vous pouvez les cacher dans un coin, vos tuiles, pour qu'elles ne se retournent jamais. Quand tout le monde a joué 6 tuiles, on arrête la partie et on compte le nombre de points sur nos couleurs. C'est tout bête, ça se joue hyper vite, on a envie très vite d'une revanche, parce que c'est pas normal que telle personne a posé cette tuile là à cet endroit là. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais vos tuiles, elles retournent aussi vos propres tuiles, donc il faut faire attention aussi à ça. Mais ouais, voir les autres poser une tuile juste pour vous embêter alors que l'autre il a beaucoup plus d'avance, forcément c'est un jeu qui peut faire râler, et moi j'aime beaucoup ça. En fait, ce qui fait plaisir avec ce genre de jeu, c'est que c'est extrêmement rapide, même si on n'est pas dans le jeu du siècle, parce que c'est pas ce que je suis en train de vous mettre en avant. C'est un jeu qui vous propose de vous amuser rapidement, de finir rapidement, et qui vous permet par exemple de faire entre 2 jeux où vous n'avez pas beaucoup de temps, vous sortez ça avec un visuel très mignon, avec un livret qui nous apprend des choses, si bien sûr vous en avez envie. J'avais joué au prototype à Cannes et je trouve le visuel final très réussi. Le type de tuile utilisé, c'est très étrange, mais sûrement parce que comme c'est fait en France, ils ont des contraintes de construction. Jeu au plat à chaque fois, moi je suis jamais déçu. Oui, c'est pas toujours les meilleurs jeux de la Terre, mais il y a toujours un petit truc. Et j'ai hâte du prochain qui s'appelle Les Fées Papillons, qui était aussi un jeu que j'avais joué à Cannes. Et on sera dans la même dynamique et même un peu de fourberie, à la Cup the Crab par exemple. On va enchaîner par un jeu que j'ai reçu à Octogone, Les Mystères d'Aubépine. Alors un jeu, un livre, on sait pas trop, mais en même temps c'est la proposition de ce jeu-là. Ce jeu-là vient de l'éditeur D.Art, et l'idée c'est de faire une gamme de jeux dont vous êtes le héros, des livres dont vous êtes le héros, renouvelé avec une sauce un peu plus moderne. Et quand je dis que c'est vraiment le livre dont vous êtes le héros, c'est que on a des valeurs. Après avoir lu quelque chose, on nous demande est-ce que vous voulez faire ça ou ça, alors allez ici ou allez là. Et il y aura des tests de compétences, il y aura des interactions, il y aura pas mal de narration, puisque c'est le but de ces jeux-là. Mais le truc ajouté par cet éditeur, c'est qu'il y a un aspect quand même un peu plus jeu de société. Notamment, on a le territoire dans lequel on va se déplacer, avec différents nombres qui sont inscrits un peu partout, avec un système de région qui fait que si on veut passer de là à là, on va devoir dépenser du temps, donc ça va avancer le scénario. Parfois en allant dans les différents lieux, on aura un aperçu plus zoomé de ce qui est à l'intérieur, donc en plus de ça, ça amène une immersion supplémentaire, et je trouve ça super joli. Et puis un aspect encore en plus de jeu de société, il y a des cartes là en l'occurrence avec des objets, des interactions. Je n'ai pas encore fini le jeu, donc je saurais pas tout vous dire. Là c'est des cartes équipement qui permettent de faire justement les tests de compétences. C'est un système où vous
piocher des cartes et tant que vous n'avez pas la valeur demandée pour le test de compétence, vous n'avancez pas. Et puis des cartes qui nous gèrent un peu le timing et donc les potentiels événements qui vont arriver. Des jetons avec notre personnage, la piste ici de bravoure, non pas de bravoure, oh j'ai plus le terme, à quel point on est content que je sois dans la ville ou pas, de l'argent, des indices, bref, il y a un aspect un petit peu plus jeu de société, un petit peu plus immersif à gérer un petit peu toutes ces choses-là. Le livre avec une narration très très forte, vous allez lire en permanence. C'est théoriquement des jeux qu'on peut faire à plusieurs, mais il faut aimer lire à voix haute parce qu'on passe notre temps dans le livre, hein, je vais pas mentir, hein, ça reste un jeu livre dont vous êtes le héros. Et aussi au bout d'un moment, eh ben, on va récupérer des cartes comme ça, des toutes petites cartes qui vont modifier le terrain. Par exemple, ça, je crois que c'est là, voilà. Ça modifie directement le terrain visuellement. Et donc, il y aura des choses différentes qui se passeront sur le plateau. Et ben moi, pour le moment, je suis plutôt convaincu par les Mystères d'Aubépine ou de manière générale par cette gamme, même si pour le moment, j'ai pas joué à d'autres. J'en ai un autre que je prévois de faire. Je sais que celui-ci a cet aspect carte, mais tous les autres ne l'ont pas forcément. Et je trouve que sa promesse de vouloir nous présenter un jeu avec un côté un peu enquête, un jeu avec un côté où on doit parfois regarder un peu sur le plateau pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Par exemple, dans le prologue, on essaie de retrouver notre chat. Donc, il y a un chat ici, il y a un chat ici, peut-être que c'est par là qu'il faut aller. Et puis ces feuilles-là qui nous amènent des visuels un peu plus poussés pour nous mettre en immersion, plus une gestion un petit peu jeu de rôle dans lequel si on n'a pas telle ou telle valeur ici, eh ben certains habitants ne voudront pas nous parler ou au contraire voudront absolument nous parler. La promesse d'un livre dont vous êtes le héros, avec beaucoup d'immersion, avec beaucoup d'interaction quand même avec le plateau et un peu de gameplay pur, je trouve qu'elle est tenue. Je tiens à remercier quand même l'illustrateur du jeu, qui est aussi l'éditeur du jeu, qui s'appelle Guillaume Tavernier. Et waouh, si un jour je fais un jeu et que j'ai besoin d'illustration, c'est lui qui fait toutes les boîtes de cette gamme. Et sincèrement, j'adore son trait. J'adore ce style de dessin qui nous met vraiment dans le truc, quoi. Lorsque je l'aurai terminé, je ferai un retour en format court, en short, ou bien dans ces grosses vidéos si j'ai beaucoup à en dire. Le deuxième que j'ai, c'est l'Asile. A priori, il faut vraiment le faire à deux. Et j'ai un peu hâte quand même. Parce que autant c'est pas les trucs où je me pose le plus facilement parce que pour moi il faut vraiment s'y impliquer et puis je suis un très mauvais lecteur. Fort heureusement, les livres dont vous êtes le héros, ça découpe assez bien les choses pour que quand on est mauvais lecteur, on reste quand même à fond dedans. Et pour moi, c'est un pari tenu. Je suis vraiment très content d'avoir enfin découvert cette gamme parce que ça fait un moment que je voulais découvrir ça. Alors dans ces vidéos, je vais toujours essayer d'aller plus ou moins du plus petit au plus gros, même si parfois ça peut changer. Par exemple, on a fait un jeu qui était d'une taille moyenne, maintenant on va aller dans un tout petit qui s'appelle Zombidot, un jeu qui n'existe pas sur le sol français. Un jeu que j'avais récupéré chez Mob Vanguard. Pour rappel, c'est un entremetteur d'éditeurs qui montre différents jeux de société aux éditeurs français, aux éditeurs internationaux pour justement donner envie de potentiellement les importer chez nous. Et Zombidot, il faisait partie d'une gamme qui s'appelle Plate. Il y a un jeu de Plate qui est sorti chez nous, ça sera le prochain dont je vais parler. Et Zombidot, c'est un tout petit jeu de cartes, pas avec des chiffres et des couleurs, merci. Et l'idée, c'est que chaque joueur a 10 cartes en main qui sont voilà, des personnages avec des chemins qui sont ici. Et on a 3 survivants et surtout, on a un joueur qui va jouer le zombie. Le principe est tout bête. Chaque joueur va jouer une carte, une par une, en les connectant forcément entre elles. Et ensuite, quand tous les survivants ont joué, eh bien, c'est au joueur zombie de poser une carte. Dès qu'il pose une carte, les cartes qu'il connecte seront zombifiées. Et là, vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas zombifié le policeman? Eh bien, parce que il y a 3 cartes spéciales dans le jeu, le docteur, le soldat et le policeman. Le policeman, il a besoin de 2 cartes zombies pour être transformé. Donc, ça le protège un petit peu. Et surtout, il peut protéger d'autres personnes. Le soldat, lui, il peut être posé n'importe où et surtout détruire les zombies auxquels il est attaché. Et le docteur, c'est presque la même chose. On le pose n'importe où et il va remettre en forme humaine les zombies auxquels il est attaché. Alors bien sûr, hein, pour pas non plus que ce soit horrible, lorsque il remet en humain ou plutôt lorsque on zombifie quelque chose, ça fait pas une zombification en chaîne de partout, hein, sinon c'est impossible. Et le but du jeu des survivants, c'est de poser toutes leurs cartes. Le zombie, lui, doit faire en sorte qu'il ne pose pas leurs cartes. Et sincèrement, c'est pas facile. Les survivants ont beaucoup la possibilité quand même de continuer des chemins sans problème et donc le zombie a posé une carte par tour, il va beaucoup avoir de mal à bloquer un peu tout ça. Il y a comme pour interaction une limite de terrain, c'est-à-dire 7 cartes par 7 cartes. Donc le zombie doit tout faire pour jouer là-dessus, pour bloquer les différents survivants et les survivants doivent faire en sorte justement de ne pas
se créent des chemins un peu bloquants où le zombie peut facilement transformer plusieurs cartes d'un coup, etc. Mais on ne fait pas toujours avec les cartes qu'on veut. Les survivants, ils ont ces cartes-là. Des cartes qui sont assez pénibles. Elles offrent vraiment très peu de possibilités, surtout celle-là, qui est un cul-de-sac. Donc ça veut dire forcément se créer un cul-de-sac. Et c'est le gros piège dans lequel il faut pas tomber lorsqu'on joue survivant. Le jeu est sympatoche. Sincèrement, je sais pas si c'est qu'il a pas été assez testé ou quoi, mais gagner en tant que zombie, c'est compliqué. Vu que les survivants jouent 3 cartes d'affilée avant que vous jouiez, eh ben pour le zombie, c'est très compliqué de répliquer. On se retrouve donc avec un jeu qui a un principe très simple, des idées très sympas, notamment les cartes spéciales et les effets des zombies qui font que si vous le posez à un endroit, les autres survivants ne peuvent plus passer, donc ils ne peuvent plus poser d'autres cartes. Mais malheureusement, le jeu manque d'un petit truc qui soit l'équilibre, soit propose un peu de configuration de jeu différente. En même temps, c'est un tout petit jeu, il est vraiment pas là pour être vendu pour le jeu exceptionnel, mais j'ai été content quand même de le découvrir, pourquoi pas. Et donc je vous disais, Zombie Dot a été fait par l'éditeur Plate. Plate, ils ont fait un autre jeu que vous connaissez très bien, qui est assez récent, et qui fait pas mal de bruit. Il s'agit, d'Orapamine. Et oui, Orapamine qui a fait quand même pas mal de bruit, et Orapamine, j'en ai eu peur, je vais pas vous mentir. En fait, quand on m'a présenté le jeu, notamment avec l'arrière de cette boîte, qui est génial pour présenter le jeu, j'ai eu très peur d'un jeu juste insurmontable pour moi, en tout cas trop compliqué pour moi, et j'y ai joué plusieurs fois. Et non, le jeu est pas du tout insurmontable. Le jeu a une réflexion pointue, mais assez logique en fait. Pour rappel, Orapamine, comment on pourrait le présenter? C'est un jeu de bataille navale dans lequel on va devoir trouver les emplacements des joyaux de l'adversaire qui sont placés sur son plateau. Et pour ça, on va lui demander où sort un rayon qu'on lui demande d'entrer sur son plateau. En l'occurrence, je demande à mon adversaire, fais rentrer un rayon en A. Le rayon va passer ici, il va rebondir sur du bleu, il va descendre, il va rebondir sur du blanc, il va descendre, il va rebondir sur du blanc, et il ressort en haut. À ce moment-là, la personne propriétaire du plateau répond, le rayon sort en haut, en bleu clair. Et donc, vu qu'il est sorti ici en haut et qu'il sort en bleu clair, ça veut forcément dire qu'il est passé par le joyau bleu puis par le joyau blanc et que donc, on va pouvoir essayer de déduire un petit peu tout ça. Pour ce faire, on a des paravents pour cacher nos plateaux. On a des petites feuilles ici qui sont, là, c'est un exemple de feuilles que j'utilise moi pour déduire. Alors, je sais pas s'il y a des manières optimisées de déduire. En l'occurrence, moi, à chaque fois, je note le point d'entrée et le point de sortie du rayon et de quelle couleur il sort et surtout quand est-ce que j'ai demandé cette information. Par exemple, là, le rayon ici que j'ai fait rentrer en 14, il est rentré en 14 et il est ressorti en rose. Sauf qu'il y en a, ils vont réfléchir autrement, ils vont faire des dessins puis ils vont effacer après. Ils vont dire peut-être que par là, ça peut être ça, peut-être que ici il y a autre chose. Là, un de mes autres camarades carrément assurait les endroits où il était sûr qu'il n'y avait rien. Mais c'est pas facile de savoir où il n'y a rien et c'est vrai que moi, du coup, à part quand j'ai une ligne qui entre et qui sort sans avoir rien touché, je sais pas trop comment déduire. Mais j'y arrive, tout va bien. Et donc on a ces plateaux qui ressemblent à ça, avec les différents joyaux qui sont ici, qu'on place sur notre plateau à notre guise. Alors il y a quelques règles de placement qu'il faut respecter, notamment que les joyaux doivent forcément être visibles au moins par un des côtés. Oui, c'est une règle où beaucoup de gens hésitent, mais en fait il faut forcément qu'un joyau soit visible d'un des côtés. En gros, si vous enclavez un joyau entre tous les autres joyaux et qu'il n'y a pas un seul côté où vous pouvez le voir, là vous n'avez pas le droit. Mais s'il y a un seul côté où vous pouvez le voir, c'est bon. Donc on a placé nos différents joyaux et on va pouvoir demander, et si je fais rentrer mon rayon là, il ressort où? Si le rayon bute sur un bord droit, il va revenir en arrière. S'il bute sur un bord en diagonale, il va aller en angle droit, etc., jusqu'à ce qu'on propose notre feuille de déduction à l'adversaire. Et si on a raison sur le placement des joyaux, on a gagné. Enfin, pas tout à fait. Si on était premier joueur, le joueur suivant a le droit de faire sa proposition de feuille et donc de déduction. Si on a tous les deux raison, c'est égalité. Et bien le jeu fonctionne admirablement bien. Je m'attendais absolument pas à autant être dedans et autant être capable d'y jouer. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à ce que ce soit un jeu pour les gens intellectuellement très pointus qui veulent absolument tout calculer, etc. de partout. Non, en fait, on peut y jouer avec des gens relativement lambda, comme moi.
Et c'est vraiment un type de déduction qui change un peu des autres jeux de déduction. On n'a pas l'habitude de réfléchir de cette manière-là dans les jeux de société, on a plutôt l'habitude de réfléchir comme ça dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo où il y a souvent des énigmes à base de rayons qui traversent des joyaux, qui font des ping-pong, etc. comme ça. Et en ça m'a rappelé le jeu vidéo. Donc franchement, très très cool pour ça. Évidemment, chaque joyau, selon ce sur quoi le rayon a rebondi, eh ben ils vont amener telle ou telle couleur. Forcément, si on fait du orange mais que ça passe par du blanc, bah c'est du orange clair. Et il y a 2 petits modules supplémentaires dans le jeu, notamment le cristal transparent. Lui, le rayon rebondit dessus, ça y a pas de problème. Par contre, il ne donne aucune couleur, donc bah ça va changer un peu la réflexion. Et pire que ça, le joyau noir. Celui-ci, j'ai pas encore joué avec, il est affreux. Le rayon, s'il arrive sur le joyau noir, eh bien l'adversaire il va juste répondre le signal a été absorbé. Donc aucune info n'est venue, enfin si, l'info finalement c'est que bah par le chemin où est passé le rayon noir l'a récupéré. Et celui-là, ça doit être corsé, hein, ça doit être vraiment corsé, j'ai jamais joué avec. À la fois j'ai hâte et j'ai pas hâte, parce que ça doit être vraiment costaud. Bref, on Rapamine, essayez. Je pense que le meilleur moyen de se donner un avis sur le jeu, c'est de l'essayer, parce que si on ne fait qu'expliquer le jeu, bah on peut avoir ce ressenti de j'ai peur, est-ce que je vais vraiment être capable d'y jouer? Eh ben, croyez-le ou non, mais ce dernier mois, eh ben j'ai enfin joué à Packet Chips. Alors ce jeu-là, ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait plusieurs années, et ça c'est le nouveau packaging de Packet Chips, avec le nouveau logo Asmodée dessus, etc. Alors pour rappel, puisque bah, je sais que ça va faire parler en commentaire, le logo que vous voyez là, collaboration commerciale, c'est parce que la chaîne est sponsorisée par Asmodée. Et donc à chaque fois que je présente un jeu Asmodée, pour être tranquille aux yeux de la loi, je mets ce bandeau collaboration commerciale pour ne pas avoir de soucis. Packet Chips, je l'avais vu jouer ce jeu-là. Lors d'un tournage d'une fiction, un soir, certaines personnes du tournage jouaient à Packet Chips. Moi, je suis arrivé trop tard, j'ai pas pu jouer au jeu, mais j'ai pu voir jouer le jeu. Et j'ai trouvé hallucinant, alors ça vient sûrement du fait que je sache déjà jouer à pas mal de jeux, que j'ai pu comprendre les règles du jeu juste en les voyant jouer. Qu'est-ce que c'est Packet Chips? Pour ceux qui connaissent pas, eh ben c'est un jeu de paris. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse autant s'amuser sur un jeu de paris. Enfin si, j'avoue que 50, le jeu de bingo et donc de paris par excellence, j'avais beaucoup aimé. Là, ce sont les différents plateaux des manches. Donc il y a la manche 1, la manche 2, la manche 3, la manche 4. Chaque joueur a des cartes en main qui sont ici. Et surtout à chaque tour, un joueur va avoir la responsabilité de piocher dans ce paquet de chips. Dans la première manche, il doit en piocher 5. Donc, je prends 5 chips et je les place sur le plateau. Ces chips sont différentes couleurs et à la fin de cette manche, on va nous demander de nous débarrasser de 2 de nos cartes qui sont des cartes de paris. En l'occurrence, cette carte va me demander est-ce que les 3 violets sont visibles? Et pas que à cette manche. Est-ce que les 3 violets seront visibles au bout de ces 4 manches? Bah moi, je vais dire que non, puisque les violettes, il y en a que 3 dans le paquet, donc c'est assez improbable. Je vais donc la défausser. Je vais me défausser de celle-ci parce que pour moi, il y aura des vertes. Ensuite, on passe à la manche suivante. Le joueur va piocher donc 4 chips qu'il va placer sur cette tuile. À la fin de cette manche, on doit encore se débarrasser d'une des cartes de paris. Je vais donc me débarrasser de celle-ci, par exemple. Manche numéro 3, on doit piocher 3 chips qu'on va placer sur cette carte. Et à cette manche-là, on nous demande de faire le pari ultime. C'est-à-dire mettre 2 cartes à notre droite, qui seront des cartes qui, si elles sont réussies, nous rapporteront des points. Et une carte que je vais placer à gauche des cartes que j'ai défaussées, qui, si elle est réussie, me fera perdre des points de victoire. Et après, on arrive à la phase 4, où on pioche une chips, et où on pioche une deuxième chips. Très important de faire une chips puis une chips, parce que le but c'est qu'il y ait un peu de spectacle qui se passe autour, où on place la dernière chips, oh putain c'est celle-là qui est tombée. Vraiment Packet Chips c'est génial pour ça. Et ensuite, on retourne les cartes de chaque joueur pour savoir qui a réussi à atteindre son objectif. Là en l'occurrence, je n'ai pas de carte violette, donc tout va bien, je ne perds pas de points. Par contre, je n'ai pas 4 chips orange, malheureusement, qui sont placés sur le plateau. Et je n'ai pas 2 combos de couleurs sur le plateau. Mince, ça ne marche pas, mais imaginons que ça aurait réussi. Eh bien, j'aurais fait un certain nombre de points. Celui qui a le plus de points remporte des jetons roi de la chips. Et au bout de 4 jetons roi de la chips, eh bien, on a gagné. Donc, on fait plusieurs manches comme ça. C'est trop bien. Le jeu d'ambiance met un petit peu de réflexion par excellence. J'avais vu le jeu de loin avant de voir vraiment le jeu en train d'être joué et je suis très content de l'expérience que me propose ce jeu. En fait, c'est un mix de tout. C'est à la fois un jeu de paris, mais c'est à la fois un jeu très bien édité avec un principe où on doit piocher dans un paquet de chips avec ce fameux bruit
ce qui fait Packet Chips, ce design de sachet de Packet Chips tout court, vraiment Packet Chips, je comprends pourquoi il a été vendu. Parce qu'au début, je me disais, bon, c'est vendu juste parce que ça a une gueule de Packet Chips. Mais en fait, ça englobe absolument tout ce que propose le Packet Chips. De piocher dedans, de faire des paris sur qu'est-ce qui va sortir de ce que je vais piocher. Waouh, Packet Chips, c'est génial. Je sais, je suis le dernier à le dire, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont déjà joué au jeu, mais je voulais le dire parce que, j'y ai enfin joué plusieurs fois et c'est un vrai plaisir à jouer. J'ai pas précisé, mais justement pour parier, on a cette fameuse tuile qui nous dit le nombre de chips de telle couleur dans le paquet. Donc on peut parier sur l'éventualité qu'on pioche ces différentes chips. Je vous promets, il y aura des jeux un peu plus gros dans cette vidéo, mais on va finir par les petits jeux. Un de ceux-là, c'est le petit théâtre. Alors j'y avais joué à Cannes, j'avais pas fait un retour parce que on va raconter un petit peu l'histoire. Et je suis sûr que Lucas sait très bien de quoi je parle. Lucas, c'est le propriétaire du compte Instagram Tripty Games, dont je vous parle très souvent, mais c'est normal, c'est parce que c'est très beau, et parce qu'on se connaît, qu'on passe du temps ensemble, notamment nous avons fait une colocation à Cannes, et du coup on a pu jouer ensemble tous les soirs. Et un soir de Cannes, il nous dit, j'ai joué à un truc, je l'ai acheté, c'est trop bien, faut que je vous y fasse jouer. Et ce soir-là, on avait déjà pas mal joué, et surtout quelqu'un devait partir. Et pendant qu'on discute juste avant de partir, il y a Lucas qui est en train de placer le jeu. De placer le jeu en mode si on y joue, si on y joue, si on y joue. Donc je dirais pas qu'on m'a proposé de jouer au petit théâtre, je dirais plutôt qu'on m'a obligé à y jouer. Tellement qu'au moment où on y a joué, on a été de la plus mauvaise foi possible à faire c'est bon, là on pose ça, c'est bon, on a gagné, voilà, c'est bon. Et on a plié le jeu en 2-3 minutes. Après c'est logique, c'était le prologue. Mais on n'a pas été très fair-play là-dessus. Ce qui fait qu'on en est ressorti en mode c'est bon, allez, arrête de nous faire chier avec ton jeu, etc. Alors que la réalité, c'est que le jeu il est super. Le petit théâtre, c'est un jeu, alors qui a un visuel petit théâtre avec explication d'histoire, etc. Il faut voir plutôt ce jeu comme un jeu coopératif de casse-tête. Je vais sortir le prologue pour vous montrer un peu tout ça. Déjà, j'aimerais souligner quand même en termes d'édition que, regardez, pof, déjà c'est une boîte métallique, j'adore ça. Et en fait, on a plusieurs intercalaires ici qui contiennent les différents scénarios du jeu. Donc on a juste à sortir une intercalaire, à l'intérieur on a les différentes cartes avec lesquelles jouer. Donc là j'ai sorti l'intercalaire du prologue. Le truc un petit peu dommage c'est que superbe édition, mais du coup on se retrouve avec des cartes en vrac. Bon, c'est pas grave, mais voilà, c'est un petit truc quoi. Donc au début il faut classer les cartes par type de carte, c'est pour ça que je dis c'est un peu dommage que ce soit un peu en bordel, mais c'est pas ultra grave. En vrai ça prend pas très longtemps. Ce scénario il va nous proposer une mise en place. Donc cette mise en place, c'est celle-ci. En l'occurrence, je pose mon sapin là, je pose un rocher là, je pose un troll ici, je pose un rocher là, je pose un rocher là, je pose la princesse là. Et ce scénario, il va aussi nous donner un objectif. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'est la princesse est adjacente au troll. Donc il faut que cette princesse-là soit à côté de ce troll. Il faut imaginer qu'il y a un damier comme ça, donc avec des cases un peu partout. Le jeu est accompagné d'une narration, d'une histoire pour raconter et pour mettre dans une certaine ambiance. Cette histoire, soit on la lit nous-mêmes avec un petit jeu d'acteur, soit on a un QR code normalement à l'arrière, non c'est à l'arrière du, je me suis trompé, c'est à l'arrière du bouquin de règles ou à l'arrière de la boîte. Puis voilà, ça met dans l'ambiance quoi. Et comment on joue? Simplement, chaque joueur va avoir un certain nombre de cartes personnages en main. Il y a 2 cartes verbes qui sont visibles sur le terrain. Par exemple, on a tire et on a utilise son pouvoir. Et on a des cartes coup de théâtre. Par exemple, moi je vais piocher une carte coup de théâtre. Comment on va faire en sorte que cette princesse soit à côté de ce troll? On va effectuer des actions en créant des phrases. Par exemple, il y a ici écrit utilise son pouvoir. Je vais donc mettre la princesse utilise son pouvoir. C'est une phrase complète. Ici la princesse, son effet c'est avance d'une case, donc je déplace ma princesse ici par exemple. Je défausse tout ça et je repioche une carte personnage. Je repioche aussi une carte verbe. Là j'ai utilisé le verbe utilise son pouvoir, mais utilise son pouvoir, c'est un verbe un peu différent dans le jeu. La plupart des verbes, ce qu'ils proposent, c'est de poser quelqu'un qui interagit avec le verbe et la chose qui est interagie derrière. C'est-à-dire, le troll tire un rocher. Bon là, en l'occurrence, c'est pas ça que je veux faire, c'est le troll pousse un rocher. Dans ce cas, j'ai le troll qui est là, le rocher qui est là. Il va donc pousser le rocher. J'ai fini cette phrase-là, je la mets donc de côté,
je mets un nouveau verbe, je pioche un nouveau personnage. Et oui, je ne pioche pas tant qu'une phrase n'est pas finie, ce qui fait que tout à l'heure j'avais 3 cartes en main, là j'en ai que 2. Et je dois toujours avoir ma princesse qui est au niveau du troll, donc il va falloir essayer de gérer tout ça. Là je suis un peu bloqué, j'ai donc une carte impro qui me permet soit de faire l'effet du dessus, par exemple remélanger les deux verbes et piochez-en de nouveau, soit de piocher 2 personnages. Et ben là en l'occurrence je vais piocher 2 personnages, même si ça peut être intéressant de remélanger ces différents mots. Là j'ai le sapin qui est revenu, je vais donc pouvoir faire l'action tir, donc je vais faire le sapin tire la princesse. Donc le sapin, il tire la princesse de cette manière-là. On a fini une phrase, on pioche un personnage, je pioche un verbe, etc. etc. jusqu'à ce qu'on y arrive. Et là, il va falloir trouver un moyen, parce que là, j'ai pas forcément les cartes que je veux. Si j'avais eu la princesse, j'aurais très bien pu faire s'approche du troll, par exemple. Mais j'ai pas la princesse, donc il faut que je trouve un autre moyen. Et les autres moyens, ça va être les autres verbes, ça va être les autres personnages. Si je n'ai aucun moyen d'y arriver, la partie est tout simplement perdue. On peut y jouer en solo, on peut y jouer à 2, à 3, à 4, et selon le nombre de joueurs qu'on est, on a plus ou moins de personnages en main. Quand on est en solo, j'ai 4 cartes en main, donc théoriquement, j'aurais eu ma princesse et donc j'aurais pu le faire. Si on est à 2 joueurs, 3 cartes en main. Si on est à 3 joueurs, 2 cartes en main. Si on est à 4 joueurs, 1 carte en main. Et du coup, ça rend le casse-tête un petit peu plus complexe. Car ces cartes-là, dès qu'elles sont terminées, la partie est terminée. Donc il faut gérer un petit peu le placement d'un petit peu tout ça. Le petit théâtre, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Moi, j'appelle ça des jeux à défi. Et j'adore les jeux à défi. Les jeux qui nous proposent à chaque fois des challenges de plus en plus difficiles, ou en tout cas des propositions différentes entre les challenges. C'est pour ça que le fait qu'il y ait plein de scénarios, ça me plaît beaucoup. Le visuel est chatoyant, même si ça reste un jeu très mécanique malgré tout. Et on a quand même un jeu qui, moi, me plaît beaucoup dans le style de jeu. Il y a un temps, j'achetais beaucoup de smart game. On n'est quand même pas dans le smart game, mais on est quand même dans ce principe de casse-tête, de jeu de logique. Ok, il faut qu'on y arrive. Comment? Attends, dépense pas trop tes cartes, parce que le nombre d'occurrences de certains personnages, parce que oui, un rocher est un personnage, est toujours écrit en bas. Là, on a 4 rochers, on a 2 sapins, on a 3 princesses, on a 3 trolls. Il va falloir gérer avec ces différentes cartes et ne pas les dépenser trop vite pour ne pas se retrouver bloqué dans notre objectif. Donc le petit théâtre, très sympa, visuellement très sympa, édition très sympa, ressenti en jeu très sympa. C'est un jeu que je trouve très sympa. En fait, c'est surtout que c'est un jeu où je trouve la réflexion intéressante. Et même si je dis que le thème est calqué, malgré tout, ce principe de construire des phrases pour y arriver, ça se demande de se dire, attends, qui est-ce que je mets en début de phrase et qui est-ce que je mets en fin de phrase? Parce que selon ce que je fais, ça va complètement changer la chose. On peut échanger de place, on peut tourner autour d'une des cartes, on peut manger une des cartes. C'est d'ailleurs l'effet du troll. Bref, le petit théâtre, je vous encourage à jouer à ce jeu. Bon, à part ce système d'enveloppe qui fait que tout est en vrac à chaque scénario, mais c'est pas grave. C'est l'instant jeu historique. Non, ne partez pas, les jeux historiques ça peut être très cool, et Saladin, c'est plutôt cool. Saladin, c'est un autre jeu de chez Chacos. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je joue à autant de jeux historiques, que je vous en présente, etc. C'est parce que je veux faire une vidéo sur des jeux historiques, et que pour faire cette vidéo, autant me renseigner un peu plus sur les jeux historiques, parce que j'avais envie de présenter ces jeux historiques alors que j'avais joué à 3-4 jeux. La réalité, c'est qu'il y en a beaucoup plus, en l'occurrence chez l'éditeur Chacos qui est ici, et ils ont sorti un jeu en 2020 qui s'appelle Saladin. Alors en 2020, c'était pas la meilleure année pour sortir un jeu, et pourtant, ils ont sorti un système de jeu, et je trouve ça très cool. Le système de jeu, c'est écrit ici en ordre de bataille, et donc c'est un jeu qui propose de revisiter certaines batailles de certaines époques avec un système de bataille rangé. Contrairement à d'autres jeux type Wargame où là on va déplacer des unités au fur et à mesure, etc. Voilà, là on a des unités qui sont toujours placées au même endroit sur le plateau. Alors voilà à quoi ressemble une partie de Saladin mise en place. Et déjà, premier point, oui, vous êtes habitué à d'autres styles de design, etc. Je trouve le jeu très joli. Visuellement, je trouve que le jeu a une belle harmonie, une belle homogénéité, avec ces différents bâtonnets qui sont appelés des lances dans le jeu, qui sont placés d'une manière très harmonieuse, je trouve, et les différentes cartes qu'on a en face de nous qui sont très simple. On est sur un jeu qui, lorsqu'on n'a pas l'habitude des wargames ou plutôt qu'on a vite des a priori sur des jeux de guerre, etc. On voit une carte comme ça, on se dit c'est compliqué. Sauf que l'anatomie d'une carte, c'est tout con. Par exemple, cette carte-là qui représente la Bourgogne. La Bourgogne, c'est un des régiments sur la carte, en l'occurrence celui-ci. La Bourgogne, elle peut faire 3 types d'actions à distance et 3 types d'actions au corps à corps. Selon l'action qu'elle choisit, elle dépense plus ou moins d'ordre. Ce sont ces petits jetons qui sont ici. Par exemple, je veux faire une charge, je dépense 2 jetons ordre ici,
je balance donc 2 dés rouges et l'adversaire balance 1 dé vert. Et en plus de ça, la charge, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait que mes troupes vont avancer sur le plateau sur ces cases-là. Le fait qu'elles soient ici, ça veut dire que ce régiment est engagé avec celui d'en face. Et après, oui, je ne vous le cache pas, c'est un jeu avec des dés. Là par exemple, je balance mes 2 dés, je me retrouve avec une perte en face, donc j'enlève la lance qui est ici que je mets ici, et l'adversaire va balancer un dé, il va me tuer aucune unité, et globalement le jeu va être une succession d'actions qui vont souvent engendrer des jets de dés, mais pas toujours. Et surtout, une grosse gestion de nos jetons d'ordre qui sont ici. En fait, là, le fait d'avoir joué la Bourgogne, bon déjà j'ai fait l'action charge, puisque j'étais à distance, donc maintenant je me suis approché, je suis au corps à corps, je ne pourrais après faire que ces actions-là, vu que je suis au corps à corps. Après avoir joué un de mes régiments, je retourne la carte pour dire je l'ai joué. Ça veut pas dire que je ne peux plus la jouer pour le tour. Ça veut juste dire que je l'ai joué. Et en quoi c'est important? Eh ben c'est important parce que pour pouvoir finir notre tour, il faut jouer tous nos régiments. Donc notre chef, nos autres régiments, etc. Mais imaginons que je n'ai plus d'ordre disponibles, qui sont tous dans la défausse, et qu'il me reste 2 régiments qui n'ont pas joué. Eh ben, ils vont être obligés de jouer. Et donc, ils vont être obligés de faire les actions 0 qui sont marquées sur les cartes. Ces actions 0, en général, elles nous pénalisent. Là, en l'occurrence, c'est je fais une charge à contrôler, donc j'avance mes unités au front, mais moi, je balance un dé et l'adversaire en balancera 2. Donc, je fais une action qui est quand même vachement moins bien. Pire que ça, lorsqu'on est au corps à corps et qu'on doit faire une action 0, souvent, c'est que l'adversaire qui balance des dés. Donc, on a une gestion des ordres qui est très stratégique, où il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Ajouter à ça que lorsqu'on perd des unités, imaginons le régiment qui est ici m'a détruit absolument toutes ces unités qui sont là, parce qu'on fait toujours de bas en haut et de gauche à droite, eh bien j'ai un +1 qui apparaît ici. Ça veut dire que si je veux jouer une action de ce régiment-là, je vais devoir dépenser un ordre de plus pour faire une action avec eux. Heureusement, les actions à 0, elles restent à 0, sinon c'est trop compliqué. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, des ordres, on va en perdre. Et oui, à chaque début de tour, on perd un ordre, et on perd des ordres en plus si jamais un régiment entier a été perdu. Et donc ça va être un peu compliqué. La partie s'arrêtera lorsque un des joueurs n'aura plus d'ordre. Et franchement, c'est fun, c'est très fun. Il faut prendre le jeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu très stratégique, mais certes, avec quasiment que du jet de dés. Mais si vous n'avez jamais joué à des jeux avec des sensations wargame, c'est-à-dire avec beaucoup de jet de dés, qui pour certaines personnes disent « Oh là là, c'est n'importe quoi, c'est que du hasard », la réalité c'est qu'un jeu où tout est régi par les dés, c'est là pour apporter du spectacle. En l'occurrence, quand je fais une grosse charge ici, et que l'adversaire en face, en balançant très peu de dés, me défonce la tête, bah ouais, c'est pas juste, mais quelque part, on peut se raconter quelque chose avec ça. Il y a une grosse ambiance autour de la table à faire « Oh putain, je la voyais pas venir !» C'est très efficace comme type de jeu. Sincèrement, ça devait être à la base un système de jeu. J'ai hâte de le voir sur d'autres univers, parce que là, en l'occurrence, Saladin, les batailles d'Arsuf, etc., c'est des choses où je suis pas très familier en termes d'histoire, et vu que le jeu a un système de jeu très simple à retransposer dans d'autres batailles, bah j'ai très hâte de ce que ça peut donner. Sincèrement, le jeu, je crois qu'il coûte 27 €, il y a plein de petits matériels comme ça, des cartes, des dés et même des jetons spéciaux si jamais on active une certaine compétence d'un régiment en particulier. Et surtout, ça propose plusieurs batailles. Et oui, il n'y a pas que ce plateau-là, parce qu'on peut se dire on a joué sur un plateau et c'est bon, c'est fini et on n'y reviendra plus jamais. Et en fait, non, là-dessous, il y a une autre bataille qui fonctionne de la même manière, en tout cas en termes de règles, mais qui, en termes de sensation de jeu, en termes de stratégie, change complètement la donne. Par exemple, vous voyez qu'il y a 2 fois la bannière ici. Et en fait, le régiment qui est ici, au bout d'un moment dans la partie, il va pouvoir se déplacer ici pour faire d'autres choses et surtout se protéger. Et voilà, il y a comme une concentration des forces jusqu'au centre qui amène une autre atmosphère en fait dans la bataille. Donc Saladin, c'est le petit jeu qui paye pas de mine de chez Chacos. Je vous encourage grandement à tester. Prenez le jeu pour ce qu'il est. Vraiment, je répète cette phrase. C'est un jeu un peu stratégique, mais surtout avec beaucoup de jet de dés. Le but, c'est de passer un bon moment assez simple avec son ami et de découvrir, pourquoi pas, un peu d'histoire, même si moi je vous mets surtout en avant le gameplay, pour justement que vous ayez envie de jouer avec le gameplay. Allez, on parle d'un jeu solo cette fois-ci, même si en fait avec les mystères d'Aubépine j'avais déjà fait. C'est un jeu dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et notamment dans une vidéo dédiée, une partie du jeu. Il s'agit de Etonac Vanguard. Il est enfin arrivé après beaucoup de déboires de l'éditeur, les pauvres. Bah ouais, parce que vous savez ce qui s'est passé un peu dans le monde, qui a fait que certains bateaux ont été
vite fait bloqué un petit peu partout. Bref, Etonac est enfin arrivé. Etonac Vanguard, c'est un jeu solo qui va reprendre un petit peu le principe de Faster Than Light, FTL en jeu vidéo. Bon, je vais vous montrer, je vais mettre ça en place et puis je vous explique un peu. Le jeu est mis en place. Alors, donc, nous avons un jeu dans lequel il va falloir battre un boss. Ce boss, c'est le gros vaisseau que vous voyez là-haut. Pour vaincre ce boss, eh ben, il va falloir d'abord passer par le secteur 16, le secteur 17, le secteur 19. C'est expliqué dans le lore pourquoi il n'y a pas de secteur 18, mais je me souviens plus. Et pour ça, on a notre vaisseau qui est ici en bas. Ce vaisseau-là, il a différentes caractéristiques sur le côté. Par exemple, il a 3 points de vie, il a 2 en ingénierie, il a 2 en assaut et il a 3 missiles, il a 2 jetons de chance. Bref, ce sont ces caractéristiques qui nous aideront ou pas à réussir à avancer un petit peu dans les différents secteurs. Un tour de jeu, comment ça se passe? Eh bien simplement, je vais piocher une carte ici. Là par exemple, on me propose de potentiellement gagner des choses si je dépense d'abord du violet, puis du bleu, puis du violet. Dans cet ordre précis. Selon ce que je dépense, je peux piocher un certain nombre de cartes. Si je dépense les 3 par exemple, allez on va le faire, je vais dépenser un violet, un bleu, et un autre violet. Je peux donc piocher 3 cartes dans mon paquet de tests qui est ici. Je pioche donc 3 cartes, 1, 2, 3. Je ne considère que le meilleur résultat que j'ai eu, c'est-à-dire celui-ci. Et donc je me retrouve avec une pile à fusion qui est la monnaie du jeu. Et après, bah ça j'en fais une défausse parce que tous les tests sont faits avec ce paquet. 4 échecs, 6 réussites simples et 2 échecs critiques. Et donc bah, selon ce qui est tombé, on peut peut-être prévoir ce qui va tomber justement plus tard. Quand on continue nos recherches dans le secteur 16, on peut avoir encore d'autres propositions. Si on ne peut rien dépenser, par exemple, là j'ai du violet, j'ai plus de cube violet, et bah je perds directement un point de vie que je place sur mon vaisseau, sur une des cases qui est présente ici. Et l'idée c'est que lorsque j'atteins la valeur qui est inscrite, eh bien je ne peux plus utiliser ce module là. Par exemple, si je mets les missiles, ça veut dire que je ne pourrai plus utiliser de missiles. C'est une très mauvaise idée. Et donc on continue. Là encore des expéditions, encore, et parfois on tombe sur des batailles. Les batailles c'est quoi? C'est je prends une grande fiche qui est ici, je la mets en face de moi et je prépare le combat. Là en l'occurrence c'est un vaisseau qui a 3 points de vie. Il a 2 d'initiative, j'en ai 3. C'est donc moi qui commence à attaquer. Et en fait, on résout ligne par ligne les différents symboles qu'il y a là-dessus. Donc si c'était lui qui commençait, on aurait commencé par ça, puis utilisé ça. Et là, en l'occurrence, je vais faire 2 tirs avec des blasters. Je fais un tir, je touche, je fais un autre tir, je touche aussi. Donc ça aussi, c'est régi par les cartes. Et surtout, un truc que je n'ai pas fait là pour l'explication, je dis où est-ce que je tire avant de tirer mes cartes. Imaginons, j'aurais dit je bloque les boucliers parce que je ne veux pas qu'il utilise les boucliers. Et puis je vais dire qu'il n'utilisera pas non plus ses lasers, puisque je ne veux pas qu'il utilise ses lasers juste après. Après, on passe à l'étape 2. Je gagne un bouclier, qui a un truc ici, qui me bloquera un dégât. Lui, il ne peut pas tirer, puisque je lui ai bloqué ses lasers. Ensuite, on passe à l'étape 3. Je tire un missile. Les missiles, ça passe à travers les boucliers. Mais je dois quand même dire, je veux attaquer les missiles et tirer une carte. Je tire une carte, je fais une réussite simple. Tout va bien. Je le tue, et d'ailleurs j'ai pris des cubes d'ailleurs, mais en fait non. Les cubes, il faut les prendre de ces points de vie et les placer ici. Si je réussis un combat, je gagne des récompenses qui me servent entre les secteurs. J'arrête l'exploration puisque j'ai plus beaucoup de cubes ici, ce qui fait que si on me demande de dépenser des cubes et que j'en ai pas, je vais perdre des points de vie. Donc je vais aller au spatioport, je pioche donc une carte spatioport qui me dit qu'est-ce que je peux acheter. En l'occurrence là, je vais piocher 2 cartes de celui-ci, puis 2 cartes de cette pile ici de mercenaires, puis 3 cartes d'armes lourdes ici, puis 3 cartes d'armes légères. Et avec les piles à fusion que j'ai réussi à récupérer, donc pour rappel ces petits jetons-là, je vais pouvoir payer différentes choses. Soit des actions qu'il y a ici, soit je vais pouvoir améliorer mon vaisseau, donc en dépensant des piles à fusion, je l'améliore, j'ai des meilleures stats, j'ai des meilleures protections aussi, j'ai des meilleurs tirs, j'ai aussi des armes que je peux équiper sur mon vaisseau, donc je dépense les jetons et je les place là-dessous, donc ça fait qu'à certaines étapes j'ai d'autres compétences en plus, des mercenaires qui ont souvent des effets très puissants mais situationnels, on va dire ça comme ça, et des technologies que je place ici sous mon plateau qui me permettent de faire d'autres capacités, etc. Puis je fais le secteur 17, je vais au spatioport, je fais le secteur 19, je vais au spatioport, et puis après j'affronte le boss. Voilà, globalement c'est un jeu dans lequel on va faire des expéditions, des combats, etc. Le jeu est super plaisant, on veut notre revanche. Le jeu prend quand même pas mal de place sur la table, il y a pas mal d'objets un peu partout, mais c'est super malin en fait. La première fois qu'on voit le jeu, on se dit mais si je fais un combat
combat contre lui et que c'est de l'automatisme, on fait de gauche à droite, bah c'est pas très malin. Sauf qu'en fait, bah c'est un peu plus malin que ça, puisque selon les choses qu'on vise, les équipements qu'on a récupérés, les armes qu'on a récupérées, etc., eh ben on va plus ou moins s'en sortir en face des monstres. Sachez que la seule partie que j'ai gagnée, c'était en vidéo. La vidéo que vous avez vue dans laquelle j'ai présenté une partie complète du jeu. Le jeu a quand même un sacré challenge et pourtant, je n'ai fait que le boss de base qui est celui-ci. Il y a évidemment d'autres vaisseaux, il y a aussi d'autres boss qui sont ici. Bref, moi je suis très content qu'ils soient enfin arrivés parce qu'avec les galères qu'ils ont eues, eh ben, je compatis et très content de pouvoir surtout enfin vous en parler officiellement après sa sortie. Plus que 2 jeux à vous présenter, je vous avais dit que j'aimais bien les jeux à défi. Eh bien le suivant est aussi un jeu à défi, il s'agit de 5 Minutes One Piece. J'adore 5 Minutes Dungeon. Et 5 Minutes One Piece, bah forcément j'avais envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc. Déjà le visuel est un peu particulier. One Piece, la série sur Netflix, je l'ai regardé, effectivement ce sont les visuels, mais avec un effet dessin un peu bizarre. Le logo de 5 Minutes Dungeon, c'est vraiment le gameplay du coup de 5 Minutes Dungeon. Est-ce que ça l'est vraiment? Je vais vous montrer ça. J'avais très envie de savoir ce que ça donnait, parce que 5 Minutes Dungeon, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai jamais fini parce que c'est super dur. Qu'est-ce que ça propose 5 Minutes One Piece? Eh bien déjà, je commencerai en disant que ils n'ont pas seulement repris 5 Minutes Dungeon. Ils ont proposé quelque chose d'un petit peu différent et ça fait plaisir. Tout d'abord, on a un deck ici de défis, on va dire ça comme ça, qu'on va mélanger avec un boss à la fin. C'est pour ça que lui, je le place ici. On a un timer comme dans 5 Minutes Dungeon. Là, c'est un petit peu mensonger parce que ce n'est pas un timer de 5 minutes, c'est selon le nombre de joueurs, il y a un timer de plus ou moins de temps. Plus on est nombreux, plus c'est court. Et donc on va avoir des cartes en main, un paquet de cartes ici à terminer. La carte nous demande de réussir 3 défis. Les défis, ce sont ces cartes-là. La carte défi, elle nous dit quoi? Elle nous dit placer un violet, un jaune, un vert, un bleu. Donc jusque-là, vous allez me dire, bah comme 5 Minutes Dungeon, on joue nos cartes et dès qu'on a mis ça, et bah c'est bon, la carte est faite, on peut la mettre là. Et ben en fait, il propose un truc un peu différent, comme je le disais. En l'occurrence ici, on nous demande que les cartes soient placées exactement dans cet ordre-là. Donc de mettre la violette ici, la jaune ici, la verte ici et la bleue ici. Et là, le défi est réussi. Et surtout, là j'ai réussi un défi, c'est cool, voilà. Les cartes que j'ai posées ne se défaussent pas. Là, la carte suivante me demandait un jaune ici, un bleu ici. Coup de chance, j'ai déjà un jaune ici et un bleu ici. Donc j'ai déjà plus ou moins avancé sur cette carte. Il me faut un violet ici, je pose un violet là. Ensuite j'ai mon personnage qui, comme dans 5 Minutes Dungeon, a un petit effet. Là je peux défausser une carte pour retourner une carte défi. Et bien ça me permet de la retourner, d'avoir d'autres propositions. Et effectivement, je vais poser un point ici. Ce point me permet de déplacer une carte sur une autre pile. Je vais faire ça. Je vais poser un autre point aussi qui me permet de placer une épée là, une épée là. Je dois piocher évidemment à chaque fois pour avoir mon maximum de cartes. Je mets un autre point, je réussis, etc., etc. Dès qu'on a terminé une carte, donc qu'on a terminé un défi, eh bien cette carte-là, elle est réussie, il n'y a pas de problème. On passe à la suivante. Certaines cartes sont des bleus, sont des alliés. Elles vont dans notre réserve et là, en l'occurrence, vous voyez que c'est simplement comme si on avait réussi un défi. Donc le prochain qui est ici, là, en l'occurrence, il me demande de retourner la carte défi en cours. S'il y a un vert sur la carte défi en cours, alors je défausse ma main. Ça peut être très chiant. Et surtout, on me demande un défi sur cette carte. Soit on réalise le défi de cette carte-là, soit je joue cette carte-là, j'ai donc joué un défi, je passe à la suivante, etc., etc. Chaque carte va donner un truc supplémentaire, par exemple ici de mettre le minuteur en pause, et on va avoir à chaque fois des petites évolutions, des petits coups de stress à dire vite, vite, il faut qu'on réussisse, etc. parce qu'on a un timer qui tourne. Ils ont proposé un truc différent de 5 Minutes Dungeon. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu radicalement différent, que vous allez changer votre vision de 5 Minutes Dungeon, non. La seule chose que je dis, c'est ils ont proposé différent avec ce truc où il faut les mettre exactement dans le bon ordre. Ça rend pas le jeu moins complexe, moins lisible, clairement pas. Et évidemment, on a plusieurs scénarios, donc ce scénario-là avec d'autres cartes qui rendront le jeu peut-être un peu plus difficile avec des effets. Par exemple, mettez en réserve les 3 cartes du dessus de votre paquet. Ça, c'est plutôt sympa. Bref, pas mal de propositions à travers ces différents scénarios que je vous laisse découvrir si jamais ça vous intéresse. Si vous n'avez jamais joué à un 5 minutes, ça peut être une bonne porte d'entrée. Je dirais presque qu'il est plus simple
simple que 5 Minute Dungeon, qui est beaucoup plus speed, et surtout on peut beaucoup plus facilement poser une carte et la perdre. Parce que le principe de 5 Minute Dungeon, c'est dès qu'une carte est posée, elle est jouée. Donc si une carte est posée et qu'il fallait pas la poser, ou plutôt que plusieurs personnes posent des cartes en même temps, bah malheureusement, il y aura une carte de perdu. Évidemment, chaque personnage, comme pour 5 Minute Dungeon, a son effet spécial et surtout son deck à lui. En l'occurrence, Luffy, lui, il avait une possibilité que tous ses points sont des jokers dans un défi. C'est très très pratique. Bref, il y a plein de choses à voir dans le jeu avec les différents personnages, les différents scénarios et la manière de jouer. Je trouve que c'est plutôt une bonne réussite et hâte de le finir. Pas parce que je veux m'en débarrasser, hein, parce que c'est trop bien. Et on termine par le dernier jeu du mois. Oui, vous l'avez vu en miniature. Ça fait partie de ces jeux où pour pouvoir vraiment s'y lancer, pour pouvoir vraiment en parler, il faut prendre le temps. Prendre le temps de lire la règle, prendre le temps de faire le scénario d'introduction et potentiellement d'en faire un peu plus. Toujours des gros jeux, toujours des jeux qui proposent une édition de fou, toujours des jeux qui font des propositions de gameplay différentes et en ça j'adore. Et ce jeu-là, c'est une énorme boîte, peut-être la seule grosse boîte de cet épisode, c'est Dragon Eclipse. Les jeux Awaken Realms, en général, quand j'y joue, je fais putain, qu'est-ce que j'aimerais y passer plus de temps. Et à chaque fois, c'est des jeux qui demandent de l'implication, notamment en temps. En règle, pas toujours. En l'occurrence, Dragon Eclipse, ça va. Mais souvent, les règles, c'est un peu compliqué chez Awaken Realms. C'est toujours le cas de celui-ci. Et je vais vous montrer un petit peu le jeu. Awaken Realms oblige. On a du kilotonne de figurines qui est ici, notamment avec les très très belles figurines qu'on a là et d'autres ici qui sont plus petites mais pas moins belles. Je vais mettre ça de côté puisque de toute façon, le début du jeu, vous n'avez juste pas de figurines. Étonnamment, pour un jeu Awaken Realms, on est sur un jeu qui se met très vite en place. Là, par exemple, on peut plus ou moins considérer que le jeu est en place puisque j'ai mes petits Misslings à l'intérieur qui sont mes Pokémon, on va dire ça comme ça, que j'ai pour pouvoir jouer, notamment avec son deck d'action qui est ici. Les différents jetons dont on a besoin qui sont ici, il n'y a pas besoin de les sortir. Ça, c'est les différents standees de nos personnages, justement, qui vont être placés à certains endroits. Je vais les sortir comme ça, je pourrais vous montrer. Et puis, toutes les cartes dont on aura besoin, notamment quand on nous dit « vous allez affronter tel monstre », on va chercher le monstre en correspondance. Par exemple, on me dit d'aller voir un Régalian, j'ai l'intercalaire Régalian, je le sors et le voilà. Regardez ça comme il est beau. C'est un jeu plutôt très simple et qui va alterner entre deux phases. Une phase d'aventure qui va beaucoup s'apparenter à un jeu dont vous êtes le héros et une phase d'arène qui s'apparente beaucoup à un jeu d'affrontement. D'ailleurs, dans le jeu, il y a un mode pour se foutre sur la gueule avec ses amis en joueur contre joueur. Le mode aventure, comment il va fonctionner ? On a ce livret qui va afficher une map. Sur cette map, on a différents numéros qui sont inscrits ici, qui sont simplement les numéros de cet énorme livre d'aventure. Regardez-moi ça, l'épaisseur avec cet énorme anneau. Je n'ai pour le moment jamais vu ça dans un jeu de société. C'est vraiment énorme. Alors ça en fait un truc génial parce que visuellement, voilà, de temps en temps, vous avez des trucs vraiment superbes. Et puis même, c'est très aéré, c'est très agréable à lire. Néanmoins, quand vous faites beaucoup d'allers-retours dedans, ça vous fait faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et j'avoue que c'est pas le plus pratique. Pour le coup, je pense que j'aurais préféré un truc relié plutôt qu'un truc en spirale. Mais voilà, c'est du détail. Donc par exemple, je veux aller en A10. Je vais donc ici en A10, je cherche le A10, ça me prend un petit peu de temps mais c'est pas grave. Je lis le paragraphe, il me propose de faire un truc s'il y a quelque chose sur le plateau ou alors je poursuis l'exploration. Il y a de temps en temps des tests de compétences qui sont ici, qui est un système de stop ou encore. On a un deck d'objets qui est ici, par exemple là il faut faire 5 ou moins. 5 ou moins on a un peu réussi, 6 on a réussi, 7 on a très bien réussi et 8 on a perdu. Donc il faut monter mais pas trop. Et pour ça je vais piocher une carte, ça me donne une valeur de 2. Bon, je peux y aller encore, je pioche une autre carte, là je suis à 3. Là, je rajoute 3 sur cette valeur, donc là je suis à 6. Là, j'hésite, vous voyez, à avancer parce que j'ai réussi. Est-ce que je tente le 7 ? C'est un peu risqué quand même. Allez, je tente le 7 parce que c'est l'exemple. Et je rajoute plus 3, donc j'ai 8 ou plus. Malheureusement, je ne réussis pas. Mais si j'avais réussi, je serais allé chercher une carte secret, qui est une carte avec un numéro, donc il faut que le numéro corresponde. Et ces cartes-là vont nous débloquer des choses, etc. Globalement, ça reste très jeu dont vous êtes le héros, à être à certains endroits. Quand on a débloqué des choses, parfois on va mettre des jetons sur ces emplacements de ronds, qui fait que si on retourne à cet endroit-là, il va se passer d'autres choses. Et surtout, régulièrement, après
ces phases d'aventure, eh ben le jeu va nous dire vous allez affronter tel monstre, enfin tel Mistling. Dans ce jeu, les petites créatures que vous voyez là sont appelées des Mistlings. Et comment ça va se passer? Eh ben on a un livret d'arènes qui est ici, qui répertorie toutes les arènes dans lesquelles on va pouvoir se battre. Alors en général, il y a le plateau normal, puis le plateau 2 joueurs, parce que le jeu est un jeu de 1 à 2 joueurs, donc en solo ou en coopération. Ce qui change, c'est les statistiques du monstre qu'on affronte et le fait que sur le plateau, il y a les cartes en haut et en bas, puisqu'il y a des cartes pour chaque personnage. Et donc, comment ça se passe? On va mettre ça en place. Nous sommes dans un jeu donc avec une arène, avec nos cartes qui sont ici, les cartes du méchant qui sont ici, notamment avec ses statistiques en haut à gauche, et ce qu'il va faire selon la carte qu'il va piocher. Là par exemple avec un carré, il va faire une ruée, puis une attaque, puis placer une secousse à portée 1. Nous notre but ça va être soit de tuer le Golomo, soit de le dompter, et donc on pourra le jouer plus tard dans d'autres parties, dans d'autres combats. C'est ça l'aspect Pokémon en fait de Dragon Eclipse. Dragon Eclipse c'est clairement le jeu où si vous aimez le côté partir à l'aventure, récupérer des espèces, etc., avoir des belles figurines à contrôler, eh ben c'est un jeu pour vous. Et en l'occurrence, pour dompter, il faut que le Golomo soit à 5 PV au moins, qu'il termine son tour sur un type de case, et il faut lui infliger notre attaque spéciale. Notre tour, il se passe comment? Eh ben c'est hyper simple. Pour le coup, c'est le jeu Awaken Realms le plus simple auquel j'ai joué. On choisit une des cartes qu'il y a devant nous, on ne la paye pas, on l'a choisie. On récupère les gemmes qu'il y a ici. Donc ce sont ces petites gemmes là qu'on place sur notre petit personnage en bas à droite. On fait l'effet qu'il y a dessus. Là en l'occurrence c'est une attaque. Bon là je suis con, j'ai pas choisi un truc qui marche. On va choisir la morsure enflammée. La morsure enflammée c'est je me déplace. Je me déplace de combien? De la valeur de mes déplacements. Ensuite je l'attaque avec perforation 1. Ça veut dire que s'il a de la défense, eh ben je passe à travers un point de défense et ensuite je lui mets de la brûlure. Alors la force que j'ai, c'est mes dégâts qui sont sur mes statistiques encore une fois. À ce moment-là, on lui met des jetons de dégâts. On termine notre tour, donc on déplace toutes ces cartes. On en remet une. Là, c'est au Golomo de jouer. Je lui mets sa carte ici. Je fais ses actions. Là, en l'occurrence, c'est donc de faire une ruée puis une attaque, donc là il va me mettre des dégâts, et ensuite il place une secousse, qui est un petit jeton comme ceci, qui va lui ajouter de l'armure, et qui surtout, à un moment de la partie, va me mettre très très cher. En l'occurrence, à la mise en place, on met un petit cercle ici, qui signifie qu'après sa 3e attaque, il va activer sa capacité spéciale, qui est de me mettre 3 dégâts par jeton secousse qu'il y a à portée 2 de moi. Et chaque monstre va fonctionner différemment. Donc il y a ce côté adaptation que j'aime beaucoup dans ce type de jeu en fait, ce qu'on appelle les boss battlers. Mais avec un système de cartes très simple. Là, je suis au corps à corps, j'utilise ça, je récupère des gemmes, etc. Ces gemmes, elles me servent à quoi? Elles me servent à activer des actions bonus. Je peux en utiliser autant que je veux dans mon tour, mais une fois par action. Je peux même faire ma capacité spéciale de mon bonhomme, qui en général est très cher. Là, c'est 8 gemmes pour infliger 6 dégâts à portée 3. Un jeu très simple à faire en solo, en couple, avec un enfant. C'est typiquement le genre de jeu Awaken Realms que je pourrais facilement proposer. Alors j'ai hâte de voir la suite, parce que j'ai peur, on va dire entre très gros guillemets, que le jeu se répète un petit peu. Mais pour ne pas se répéter, le jeu a 2 propositions. Déjà, vous avez la possibilité de déverrouiller des cartes supplémentaires. Ces cartes supplémentaires, vous pourrez les mettre dans vos decks et donc faire vos propres decks de combat à la manière d'un TCG, et encore plus à la manière d'un TCG, il y a carrément des boosters dans le jeu. Non, je déconne pas, il y a vraiment des boosters scellés, donc que vous ouvrirez à certains moments de la partie. Ce ne sont pas des boosters aléatoires, c'est des boosters prédéfinis, mais quand même, il y a des boosters dans ce jeu. Et pour les amoureux de TCG, pour les amoureux de jeux typés Pokémon, pour être dans un univers magnifique avec des visuels, mais alors v'là les visuels, enfin franchement c'est trop beau quoi. Je pense que c'est un des trucs qui me fait apprécier le jeu, c'est que même si j'ai peur que ce soit répétitif, l'ambiance, le côté très immersif de sa phase d'aventure, les différents choix qu'on fait, les stratégies pour essayer de les capturer plutôt que de les tuer, le jeu je le trouve quand même très appréciable quoi. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, malheureusement j'ai pas beaucoup joué au jeu non plus, mais c'est peut-être le seul Awaken Realms qui a peut-être une chance d'être dans mon top à la fin de l'année, parce que c'est le seul où je pourrais vraiment avancer et pas forcément devoir l'organiser avec mes amis, etc. Parce que organiser des gros jeux comme Awaken Realms, c'est pas facile. ISS Vanguard, Etherfield, ça demande de se retrouver régulièrement pour faire ces jeux à campagne, et j'aimerais beaucoup plus le faire, mais malheureusement,
on est un peu limité quand même. Mais comme tous les jeux Awaken Dreams, ils proposent quelque chose. Là, c'est le jeu le plus simple d'Awaken Dreams auquel j'ai joué, mais ce système de cartes, tout comme le système de cartes d'Etherfield, eh ben, je suis très convaincu. Je suis très convaincu. J'espère que le jeu ne va pas être trop répétitif au bout d'un moment, mais pour le moment, j'en ai un avis plutôt positif. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Non, je range pas le jeu avant de dire merci. J'ai plein de jeux qui sont prévus auxquels je dois jouer pour justement vous faire des reviews et vous proposer de nouvelles vidéos. Notamment, j'ai un jeu qui vient d'arriver de la Légende des 5 Anneaux. Ça me donne très envie. J'en profite si vous êtes encore là pour vous placer mon Instagram sur lequel je poste les jeux de temps en temps auxquels je joue dernièrement en story, et puis les reels et les shorts aussi qui sortent sur Instagram, et puis mon MyLudo qui montre les jeux que je possède. Donc si jamais vous êtes curieux des jeux que je possède ou même que vous voulez suivre mon compte, eh bien vous l'avez en description. Jouez bien, et puis d'ici là, moi je vous dis salut.